Bonjour à tous, alors aujourd'hui on aborde un nouveau chapitre, le chapitre numéro 6 sur la quantité de matière et la mole. Donc j'espère que vous avez téléchargé le livret de cours sur votre ordinateur. À vous de voir si vous voulez l'imprimer ou pas. On va faire la première activité de ce chapitre qui s'intitule « Compter beaucoup d'entités » qui se trouve à la page 2 du livret. Je vous laisse mettre sur pause et lire l'ensemble des documents de l'activité. Donc on vous demande tout d'abord dans la première question de trouver dans l'ensemble des documents la formule brute de la molécule de benzoate de sodium. Ensuite, je vous demande d'indiquer, à partir de cette formule, le nombre et le nom de chacun des atomes présents dans cette molécule. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc si vous regardez bien, sur le document 2, on vous donne un flacon de benzoate de sodium et sur l'étiquette apparaît la formule brute qui est C7H5NaO2. Cette molécule, comme l'indique la formule brute, comporte 7 atomes de carbone, 5 atomes d'hydrogène, 1 atome de sodium et 2 atomes d'oxygène. Je vous demande maintenant d'exprimer la masse M d'une molécule de benzoate de sodium en fonction des masses mx de chacun des atomes qui la composent, c'est-à-dire en fonction de la masse de l'atome de carbone, de la masse de l'atome d'oxygène, de la masse de l'atome d'hydrogène, de la masse de l'atome de sodium, ainsi de suite. Et bien sûr, une fois que vous aurez écrit la formule, dans la question suivante, vous me ferez le calcul. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Lorsque dans une question on vous demande d'exprimer une grandeur, c'est qu'on vous demande la formule littérale avec les lettres. Donc ici, lorsque l'on veut calculer la masse de la molécule de benzoate de sodium, on la calcule ainsi en faisant 7 fois la masse de l'atome de carbone, plus 5 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'atome de sodium, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. La masse de la molécule correspond à la somme de la masse de tous les atomes qui composent la molécule. Pour faire le calcul, on regarde les données du document 2 et on remplace dans la formule la valeur de la masse de chaque atome. Je vous laisse faire le calcul, entraînez-vous, tapez-le à votre calculatrice et vérifiez votre résultat avec celui obtenu ici, c'est-à-dire 3,39 10 puissance moins 25 kg. N'oubliez pas de préciser l'unité. On vous demande maintenant d'exprimer puis de calculer le nombre n de molécules de benzoate de sodium qui correspond à la dose maximale quotidienne autorisée pour un adulte de 70 kg. Donc il va falloir vous aider des différents documents. Et je précise, il est bien demandé d'exprimer puis de calculer. Donc de donner la formule, puis le calcul et enfin bien sûr le résultat, sans oublier l'unité. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc si vous regardez bien à la fin du document 1, il vous est précisé que la réglementation fixe une dose admissible pour le benzoate de sodium à 350 mg par jour pour un adulte de 70 kg. Donc ce que l'on vous demande, c'est de déterminer le nombre de molécules de benzoate de sodium qu'il y a dans ces 350 mg. Attention aux unités. Donc pour calculer ce nombre de molécules, grand N, on va diviser la dose maximale, 350 mg, que l'on va mettre en kilogrammes, par la masse de la molécule de benzoate de sodium calculée précédemment, qui est de 3,39 10 puissance moins 25 kg. On obtient donc un très grand nombre de molécules. 1,03 10 puissance 22 molécules.
Quelle relation mathématique, quelle expression peut-on maintenant écrire entre le nombre de molécules, noté grand N, la masse d'une molécule et la masse d'un échantillon contenant ces molécules? Inspirez-vous de ce que vous venez de faire à la question précédente. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Pour calculer le nombre de molécules que l'on a dans un échantillon, on prend la masse de cet échantillon qu'on va diviser par la masse d'une molécule. C'est comme une histoire de paquet de bonbons. Si vous voulez savoir combien vous avez de bonbons dans un paquet, vous pesez le paquet, vous pesez un bonbon, donc vous avez la masse de l'échantillon, la masse du paquet, vous avez la masse d'une molécule, le bonbon, et vous divisez la masse du paquet par la masse du bonbon pour avoir le nombre de bonbons. Ça marche pareil les molécules. Bon, c'est un peu petit, ça va pas vraiment vous nourrir, mais c'est pareil. Donc maintenant l'activité est terminée, nous allons donc faire le point, mettre tout ça dans le cours. Vous prenez votre livret à la partie cours et vous rédigez le grand 1 et le grand 2. N'hésitez pas à vous aider du livre page 88. Donc pour ça, on met la vidéo sur pause et on se retrouve quand vous avez fini de rédiger votre cours. Vous avez fini votre rédaction, donc maintenant on fait un petit point, une petite correction, vérification ensemble avant de faire les exercices numéro 3 et 5, page 91. Donc voilà pour la partie grand 1 du cours, je vous laisse regarder et comparer et surtout corriger si besoin. On met sur pause. Et maintenant le grand 2. On met sur pause et on corrige. Maintenant, faisons les exercices ensemble. Donc vous allez réfléchir quelques instants, essayer de les faire et ensuite vous regarderez la correction. Donc on y va. Numéro 3, page 91. On va déterminer la masse d'une molécule. Ça, c'est plutôt des rappels du chapitre précédent. Donc l'ozone de formule O3 est naturellement présente dans l'atmosphère terrestre et absorbe une grande partie des rayonnements UV dangereux pour la santé. On vous demande de calculer la masse d'une molécule d'ozone. Pour ça, vous avez différentes données. Le nombre de masses d'un atome d'oxygène, A égale 16, et la masse d'un nucléon, M nucléon, égale 1,67 10-27 kg. Mettez sur pause et réfléchissez. Donc pour calculer la masse d'une molécule, on a déjà vu qu'il fallait additionner la masse de l'ensemble des atomes qui composent la molécule. Ici, regardez de quoi est composé l'ozone. Et ensuite, il faut en effet la masse de chacun des atomes. Ça ne nous est pas donné ici. Mais vous savez calculer la masse d'un atome. On a vu ça au chapitre précédent. Si on connaît la masse d'un nucléon et le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons que l'on a dans l'atome, on peut en déterminer sa masse. Avec ce petit conseil, vous mettez sur pause et vous essayez de réfléchir. Donc, on a dit que la masse de l'ozone, étant donné que l'ozone contient 3 atomes d'oxygène, c'est 3 fois la masse de l'atome d'oxygène. On sait également calculer la masse d'un atome, vu au chapitre 5, la masse de l'atome, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses A de l'atome, multiplié par la masse d'un nucléon. Donc, du coup, si on injecte la deuxième formule, l'expression de la masse d'un atome, dans l'expression de la masse de O3, on a que la masse de O3 égale 3 fois A, le nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. Je vous laisse à partir de là vérifier vos calculs. Numéro 5, page 91. Déterminer un nombre d'entités. Donc on réalise l'expérience suivante où on voit un verre vide posé sur une balance qui indique 120,00 g, puis un verre plein d'eau
qui est également posé sur la même balance qui indique 180,00 g. On vous demande de déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le verre. Et vous avez une donnée, la masse d'une molécule d'eau, MH2O, qui est de 3,01 10 puissance moins 26 kg. C'est à vous. On met sur pause et on réfléchit. Donc nous avons vu dans le cours qu'en effet, pour calculer un nombre d'entités, un nombre de molécules présentes dans un échantillon, il faut connaître la masse de cet échantillon et diviser par cette masse par la masse de l'entité qui compose l'échantillon. Donc ici, la masse de notre échantillon, c'est l'eau qui est dans le verre. Donc pour avoir la masse d'eau dans le verre, on fait la soustraction entre la masse du verre plein et la masse du verre vide. On a ainsi la masse de l'échantillon d'eau que l'on va diviser par MH2O, qui est la masse d'une molécule d'eau que l'on a dans les données. On fait ici attention aux unités, soit on met les masses indiquées par la balance en kilogrammes, c'est-à-dire 120 grammes, ça fait 0,120 kg et 180 grammes, 0,180 kg. Et on laisse la masse d'une molécule d'eau en kilogrammes, 2,8 10 26, ou, autre possibilité, il n'y a pas plus de préférence pour l'une que pour l'autre, on met tout en grammes, c'est-à-dire on laisse 180 et 120 en grammes. Par contre, on convertit la masse d'une molécule d'eau qui est donnée en kilogrammes en grammes. On multiplie donc cette valeur par 1000, on obtient 2,8 10 puissance moins 23. Donc vous posez votre calcul, vous tapez sur votre calculatrice et je vous laisse donc vérifier votre résultat. On va faire le TP à la découverte de la mole à la page 3 du livret. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et prendre connaissance de l'ensemble des documents du TP. Donc réfléchissons à la première question. On vous demande d'identifier le problème qui est illustré par le document 1. On voit une balance sur laquelle on pèse un grain de riz et qui indique 0, 0. Et je vous demande de proposer une méthode pour contourner ce problème. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc en effet, ici, sur cette photo, on voit une indication de 0 sur la balance. Ceci ne veut pas dire que la masse du grain de riz est de 0, mais simplement que la précision de la balance à notre disposition est trop faible. La masse du grain de riz est trop petite pour la précision de la balance à ma disposition. Donc comment faire pour peser un grain de riz avec le matériel à ma disposition? Il y a deux méthodes possibles pour contourner le problème. Vous avez pensé à l'une ou l'autre des méthodes. Alors, première méthode. On peut soit peser 100 grains de riz, par exemple, ou deuxième méthode, on peut compter le nombre de grains de riz dans 1 gramme. Alors, vous allez mettre en œuvre le protocole. Oui, vous allez le faire à la maison. Parce que je suis sûre qu'une balance, il y a ça dans la cuisine, et un paquet de riz, par les temps qui courent, je suis sûre qu'il y en a dans les placards. Donc, à vous de me déterminer la masse d'un grain de riz. Mettez la vidéo sur pause et à vous de jouer. On manipule proprement, il est interdit de mettre des grains de riz partout dans la cuisine. Alors, la première méthode, j'ai compté 300 grains de riz, parce qu'en fin de compte, avec 100 grains de riz, ma balance n'était pas assez précise. Je les ai pesés à l'aide d'une balance, et ensuite, on fait la division pour déterminer la masse d'un grain de riz. Pour la deuxième méthode, j'ai pesé 2 grammes de riz. J'ai compté le nombre de grains de riz dans ce gramme, et ensuite, j'ai fait un produit en croix pour déterminer la masse d'un grain de riz.
J'ai obtenu environ 0,01 g pour 1 grain de riz, soit 10 mg. Donc maintenant, nous allons essayer de déterminer le nombre de grains de riz contenus dans une tonne de riz. Allez, vous allez me chercher une tonne de riz et vous vous mettez à compter. Pendant le confinement, il faut bien vous occuper. On fait participer tout le monde, papa, maman, petit frère, grande sœur. Allez, on s'y met tous. Bon, trêve de plaisanterie, on va surtout faire des calculs. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Alors, tout d'abord, attention aux unités. Une tonne, c'est égal à 1000 kg, c'est-à-dire 10 puissance 6 grammes. Donc, pour avoir le nombre de grains de riz contenus dans une tonne de riz, je divise une tonne, 10 puissance 6 grammes, par la masse d'un grain de riz, 0,01 g, que l'on a trouvé à la question précédente. Je tape sur ma calculatrice et j'obtiens 10 puissance 8 grains de riz. C'est-à-dire qu'il y a 100 milliards de grains de riz dans une tonne de riz. Pour vous donner une idée, nous sommes sur Terre à peu près 7 milliards d'êtres humains. Avant le coronavirus. Donc d'après la question précédente, vous avez fait un calcul. Donc je veux que vous me précisiez maintenant la relation, en fin de compte, que vous avez utilisée entre le nombre d'entités n qu'il y a dans un échantillon, que vous avez calculé, la masse m de cet échantillon, et la masse d'une entité, notée m entité. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Le nombre d'entités n qu'il y a dans un échantillon se trouve en faisant le quotient, la division de la masse de l'échantillon petit m par la masse d'une entité, notée m entité, la masse du grain de riz par exemple. Formule à retenir et à connaître qui sera à renoter dans le cours. Pour ce qui est des unités, les deux masses doivent être dans la même unité, soit en grammes, soit en kilogrammes. Et grand N est un nombre, donc c'est un nombre d'entités, de molécules, d'atomes, de grains de riz, selon la situation. Donc à l'aide des différents documents numéro 2, 3 et 4, on vous demande de calculer le nombre grand N d'atomes contenus dans une mole d'échantillon, dans une mole d'aluminium, dans une mole de zinc, dans une mole de cuivre et dans une mole de fer. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc le document 4 nous donne en effet la définition de ce qu'est une mole. Une mole, c'est un paquet d'atomes conventionnels qui a été défini par les chimistes comme il existe la douzaine d'œufs, il existe la ramette de papier, il existe la mole d'atomes. Dans le document 3, on vous a donné une mole d'aluminium, une mole de fer, une mole de zinc, une mole de cuivre. Et pour chaque cas, la masse de cette mole. Dans le document 1, on vous donne également la masse d'un atome d'aluminium, d'un atome de zinc, d'un atome de cuivre et d'un atome de fer. Donc à partir de là, comment savoir le nombre de molécules qu'il y a dans chaque petit paquet, dans chaque mole, dans un paquet de cuivre, dans un paquet de fer, dans un paquet de cuivre, dans un paquet de zinc. Pour ça, on va diviser la masse de l'aluminium, pour le premier exemple, c'est-à-dire les 25 grammes, par la masse d'un atome d'aluminium, comme on a fait pour les grains de riz, c'est-à-dire 4,48 10 puissance moins 23 grammes. On prend bien sûr notre calculatrice, parce que ça, c'est pas faisable de tête, et on obtient un résultat de 6,03 10 puissance 23 atomes d'aluminium
dans le petit paquet qu'on a appelé la molle d'aluminium. Pour le zinc, on fonctionne de la même façon. Le nombre d'atomes de zinc qu'il y a dans une molle de zinc, dans un petit paquet de zinc, est donc de 65,4 grammes, la masse du paquet, divisé par 1,09 10 puissance moins 22, qui est la masse d'un atome de zinc. On obtient un résultat de 6,00 10 puissance 23 atomes en écrivant notre résultat avec 3 chiffres significatifs. On enfonce le clou pour savoir si vous avez compris le calcul. Pour le cuivre, c'est 63,5 qui est la masse de cuivre en grammes divisé par 1,05 10 puissance moins 22 la masse d'un atome de cuivre et on obtient un résultat de 6,05 10 puissance 23 atomes. On est toujours dans le même ordre d'idées, dans le même ordre de grandeur. Et enfin, un dernier petit calcul pour le fer. Le nombre d'atomes de fer dans une mole de fer est égal à la masse de la mole de fer, 55,8 grammes, divisé par la masse d'un atome de fer de 9,27 10 puissance moins 23 grammes, ce qui nous fait un résultat de 6,02 10 puissance 23 atomes. D'après les résultats de la question précédente, donner une estimation du nombre d'entités, d'atomes par exemple, contenus dans une mole, contenus dans un paquet d'atomes. Ce nombre, on lui donnera un nom particulier, il s'appelle le nombre d'Avogadro et il est noté N majuscule A minuscule, Na. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Une mole, c'est-à-dire un paquet de molécules, on parlera maintenant en vrai chimiste et on ne parlera plus que de mole, contient 6,02 10 puissance 23 entités. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Sa valeur vous sera bien sûr donnée dans les exercices, elle n'est pas à connaître par cœur. Maintenant, à l'aide de votre résultat trouvé à la question 2, calculez la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles de riz, noté petit n, qu'il y a dans une tonne de riz. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Si on revient à la question 2, on a vu qu'il y avait 10 puissance 8 grains de riz, 100 milliards, dans une tonne de riz. On sait qu'une mole de riz, comme une mole d'aluminium, contient 6,02 10 puissance 23 entités, c'est-à-dire grains de riz. Donc combien on a de moles de riz, et pas de bol, dans une tonne de riz? Pour ça, j'ai divisé le nombre de grains de riz total que l'on a, 10 puissance 8, par le nombre de grains de riz contenus dans une mole, 6,02 10 puissance 23. On obtient un nombre de moles, noté petit n, de 1,66 10 puissance moins 16 mol, qui est l'unité de la quantité de matière et qui se note MOL, sans E. Donc maintenant que l'on a vu sur un exemple, on va donner la relation générale qui relie le nombre d'entités grand N qu'il y a dans un échantillon à la quantité de matière notée petit n, c'est-à-dire au nombre de moles de cet échantillon, et le nombre d'Avogadro Na, qui est le nombre d'entités contenues dans une mole. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles petit n, se calcule en divisant le nombre d'entités grand N par le nombre d'Avogadro Na, qui est le nombre d'entités contenues dans une mole. Au niveau des unités à connaître, petit n étant mol, noté MOL, grand N c'est un nombre d'entités, de molécules, de grains de riz, d'atomes, ainsi de suite, et Na est un nombre d'entités par mol, donc des entités mol-1. Cette formule, bien sûr,
est à connaître et sera à rapporter dans le cours. Reporter, pardon. Le TP est maintenant terminé, on a répondu à toutes les questions. Donc vous allez pouvoir rédiger le cours Grand 3 et Grand 4 à partir des questions que l'on a données dans ce TP. N'hésitez pas à vous aider du livre page 88. Donc on met sur pause et on se retrouve quand vous aurez fini de rédiger. Vous avez fini votre rédaction, donc on va vérifier tout ça ensemble et ensuite on fera la correction de quelques exercices, le 7, le 9 et le 13 qui sont entre les pages 91 à 93 de votre livre. Donc vous devez avoir sous la main votre cours rédigé, votre cahier. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et allez le chercher. Donc voilà pour la partie grand 3 et grand 4 du cours. Donc je vous laisse mettre sur pause, comparer et surtout corriger si besoin. Maintenant faisons les exercices ensemble. Donc vous allez réfléchir quelques instants, essayer de les faire et ensuite vous regarderez la correction. Donc on y va. Le numéro 7, page 91. Calculer un nombre de molécules. Un comprimé contient une quantité de matière, petit n, qui est égale à 6,6 10 puissance moins 3 mol de paracétamol. On vous demande d'exprimer, c'est-à-dire de donner la formule, puis de calculer le nombre de molécules grand N de paracétamol contenues dans un comprimé. Vous avez une donnée qui est la constante d'Avogadro, Na, qui est égale à 6,02 10 puissance 23 entités par mol, c'est-à-dire mol moins 1. Mettez sur pause et à vous de réfléchir. Donc, on a vu et établi dans le cours que le nombre de moles, la quantité de matière notée petit n, se calcule en divisant le nombre d'entités que l'on a dans notre échantillon, grand N, par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'entités présent dans une mole, un paquet du chimiste. À partir de cette relation du cours, on peut donc trouver que grand N est égal à petit n fois Na, c'est-à-dire que le nombre d'entités ici, le nombre de molécules de paracétamol grand N qui vous est demandé est égal à la quantité de matière petit n, c'est-à-dire au nombre de moles, multiplié par Na, le nombre d'entités de molécules de paracétamol qu'il y a dans une mole, dans un paquet. Donc on utilise les chiffres donnés, on nous dit que la quantité de matière, le nombre de moles petit n, il est de 6 10 puissance moins 3 moles, et le nombre d'Avogadro vous est donné dans les unités, dans les données, il est de 6,02 10 puissance 23. Donc je vous laisse à partir de là vérifier votre calcul. Numéro 9, page 92. Un petit peu d'histoire des sciences et nous allons revenir sur la définition de la mole. La première définition de la mole, qui est l'unité de la mesure de quantité de matière, date de 1971. À ce moment-là, une mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 0,0120 kg de carbone 12. On vous demande, première question, de déterminer la composition du noyau d'un atome de carbone 12, rappel du chapitre précédent, et de déterminer la masse d'un atome de carbone 12. Même chose, rappel du chapitre précédent. Allez, vous mettez sur pause et vous réfléchissez à l'aide des différentes données qui vous sont précisées en bas de l'écran. On met sur pause. Pour la première question, on va utiliser la donnée sur la notation symbolique du noyau d'un atome de carbone 12, qui est C12,6. Ceci signifie que le numéro atomique est égal à 6, Z égale 6, il y a donc 6 protons, et que le nombre de masse A est égal à 12, c'est-à-dire qu'il y a 12 nucléons, 12 protons plus nucléons, on en déduit qu'il y a 6 neutrons
dans notre atome de carbone. Donc au bilan, 6 protons, 6 neutrons. Pour la deuxième question, je vous laisse donc vérifier vos calculs à l'écran. Toujours le même exercice, ce coup-ci, troisième question, on vous demande de vérifier que la constante d'Avogadro est bien cohérente avec la définition de la mole indiquée dans le texte que j'ai remis ci-dessus. Et quatrième question, pourquoi dit-on que la masse d'une mole d'atome est environ égale au nombre de nucléons dans son noyau, exprimé en grammes? Pour la question 3, reprenons la définition de la mole. On nous dit que ça correspond au nombre d'atomes dans 0,0120 kg de carbone 12. Donc pour faire ce calcul de grand N, on va diviser la masse de l'échantillon qui nous est donné, donc 0,0120 kg, par la masse de l'entité, c'est-à-dire du carbone 12, dont on vient de calculer la masse à la question précédente. Je vous laisse vérifier vos calculs. On trouve bien un nombre d'atomes de la définition qui correspond à la valeur du nombre d'Avogadro que l'on a appris dans le cours et qui vous est reprécisé dans les données avec un certain nombre de chiffres significatifs d'ailleurs. Pour la question 4, reprenons notre résultat de la question 2. On a vu que la masse de l'atome de carbone est de 0,0120 kg, soit 12 grammes. Ce qui correspond, en effet, au nombre de masse de l'atome de carbone qui est de 12. Voilà pourquoi on dit que la masse d'un atome est environ égale, c'est une bonne première approximation, au nombre de nucléons de son noyau. Numéro 13, page 93, un petit problème. Le rouge coche-chenille, que certains ont peut-être sur les plantes à la maison. Certains bonbons contiennent un colorant rouge, le rouge de coche-chenille, qui doit son nom aux insectes utilisés pour sa fabrication. 15 000 insectes sont nécessaires pour fabriquer 0,030 mol de ce colorant. Un paquet contient 30 bonbons rouges. On vous demande de déterminer le nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. Vous avez différentes données qui vont vous être nécessaires. La formule brute du rouge de coche-chenille, C22H20O13, belle grosse molécule. La masse de chacun des atomes qui la composent, pour le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, en kilogrammes. Et le fait qu'un bonbon rouge contient 1,6 mg de colorant, le colorant rouge coche-chenille. Allez, à vous de réfléchir à tout ça, de vous creuser les méninges, vous mettez sur pause et vous réfléchissez. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'insectes qu'il faudra utiliser pour colorer un paquet de bonbons. Donc ce qui est en rouge ici dans mon tableau. Je sais, d'après le texte, qu'il faut 15 000 insectes pour fabriquer 0,030 mol de colorant. Donc du coup, pour pouvoir faire un produit en croix, il faut que l'on détermine la quantité de matière de colorant, qu'on va noter petit n, qu'il y a dans un paquet de bonbons. Donc pour ça, on va utiliser les formules que l'on a vues en cours. Cette quantité de matière de colorant petit n, pour la déterminer, il faut connaître le nombre de molécules grand N qu'il y a dans l'échantillon et le diviser par le nombre d'Avogadro. Ce grand N, il va falloir le calculer avec la formule. On le calcule en faisant la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité, c'est-à-dire d'une molécule de colorant. Donc la masse de l'échantillon, on la calcule en sachant qu'il y a 1,6 mg de colorant par bonbon et qu'on a 30 bonbons. On trouve donc 48 10 moins 10 moins 6 kg pour la masse de l'échantillon. Pour la masse d'une entité, c'est-à-dire de la molécule de colorant C22H20O13, on
on additionne la masse de chacun des atomes qui nous est donné dans les données. On trouve du coup la masse de l'entité qui est de 8,24 10 puissance moins 25 kg. Donc je réinjecte ces différentes valeurs dans la formule précédente et je trouve que le nombre de molécules de colorant nécessaire est de 5,8 10 puissance 19 molécules, soit, en divisant par le nombre d'Avogadro 6,02 10 puissance 23, une quantité de matière petit n de 9,7 10 puissance moins 5 mol. Chiffre que je vais pouvoir noter dans mon tableau. Je peux donc maintenant faire mon produit en croix. Donc pour avoir le nombre d'insectes, je fais 9,7 10 puissance moins 5 multiplié par 15 000 divisé par 0,030 et je trouve 48 insectes. Et oui, en fin de compte, pas tant que ça. Le chapitre est maintenant terminé. Ceci signifie qu'il va y avoir bientôt le devoir. Donc pour réviser, allez dans votre livre, faites les exercices indiqués ci-dessous. Ils sont corrigés dans le livre, ainsi que le QCM page 89. Bonne révision.